session, et ça, c'est parce qu'on va garder l'enregistrement sur le centre de recherche appliquée, qui est le centre qui est mené par le docteur Félicien Moundé à Kinshasa. Alors, j'aimerais vous présenter un peu sur cette session aujourd'hui. On va, comme j'ai dit, c'est la deuxième session dans la session de défis éthiques reliés à la recherche en santé en Afrique. Et cette session a eu comme origine, je vais vous partager quelques diapositives, le fait que au cours des dernières années, moi, je suis anthropologue et prof dans une université au Canada. Et cela fait plusieurs années que je travaille avec des collègues en Afrique de l'Ouest, surtout, aussi au Cameroun un peu, à Madagascar. Et en rencontrant des collègues anthropologues, mais aussi médecins, chercheurs, une des conversations qui survient encore et encore, c'est les inéquités en termes d'accès aux formations et capacity building, en termes d'éthique et de recherche qualitative aussi en français. Parce que en ligne, on trouve beaucoup de formations et de vidéos en anglais qui permet aux gens de se auto-former ou de suivre en ligne des masterclass en anglais et il en existe moins en français. Alors, avec mes collègues de l'Université Kinshasa et grâce à la formation de ce centre de recherche et de formation éthique appliquée qui vient d'être établi l'année dernière à Kinshasa, on a décidé de lancer et enregistrer une série de webinaires qui peut servir les objectifs suivants. Alors, promouvoir l'intégration des pratiques, des bonnes pratiques éthiques dans la conception, la mise en œuvre et la diffusion des résultats des recherches en santé, faciliter les échanges, débats et dialogues entre les chercheurs sur les enjeux éthiques et socioculturels liés à la conduite des recherches en santé en Afrique, et identifier par ces conversations des opportunités aux formations additionnelles permettant d'assurer la conformité des pratiques de recherche aux standards éthiques tout en protégeant les droits, la dignité et la sécurité des participants. Alors, moi, je suis basée au Canada et je suis canadienne. Mais une des choses qu'on veut vraiment faire, c'est mettre en valeur l'expertise est en Afrique et de vraiment mettre l'emphase sur des scénarios et des défis d'éthique particuliers à l'Afrique. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter la professeure Marie-Josée Essy, anthropologue médicale et enseignante-chercheuse en santé publique à la Faculté de médecine et des sciences biomédicales de l'Université de Yaoundé. Elle est là depuis 2005 et sa principale contribution à cette institution est la recherche mixte, qualitative, quantitative et documentaire, axée sur trois domaines principaux: la médecine sociale et préventive, la promotion de la santé et la recherche et le développement, ainsi que la propriété intellectuelle. Alors, sans plus tarder, je vais mettre les diapositives en ligne de notre présentatrice et nous allons commencer. On a le chat. Si vous avez des questions qui surviennent lors de sa session, n'hésitez pas à les mettre dans le chat, puis on va être capable d'en discuter après. Alors, à vous, Marie-Josée Essy. Merci beaucoup, Élisée, de me passer la parole. Vous remercier déjà pour la confiance que vous me faites et mes amitiés à tout le monde qui est là avec nous. Alors, tel qu'il m'a été demandé pour participer à ces webinaires, c'est de parler des enjeux éthiques dans la recherche qualitative en santé en Afrique, particulièrement dans la collecte, l'analyse et l'interprétation. Diapo. Oui. Pour ce faire, les objectifs, c'est vraiment quelque chose que tout le monde connaît, c'est expliquer en gros les méthodes qualitatives, mais surtout à chaque fois d'identifier les enjeux qu'elles impliquent dans la complexité que cela implique d'avoir une distanciation, de dire ce que l'autre a dit quand on est soi-même impliqué, et puis de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire ces risques éthiques. Diapo. Alors, un petit rappel, c'est quoi la recherche qualitative? J'ai piqué une diapo d'Élysée qui disait que
C'est un processus d'enquête visant à comprendre le problème social et humain basé sur la construction d'une image complexe et holistique. Mais chez nous, en santé publique, ce que nous disons de la santé, de la recherche qualitative, qui n'est pas différent de ce qui est dit en haut, hein, mais de manière plus simple, nous disons c'est la recherche qui vise à dire le comment et le pourquoi des données que la recherche en santé publique ramène souvent en valeur quantitative. Elle a pour fonction première d'analyser en profondeur les motivations, les opinions, le vécu, les représentations, tout un ensemble de choses qui font face à nous et qui parfois peuvent demander plus d'explications que les seuls chiffres. Exemple, 10% de personnes ne prennent pas leur traitement anti-VIH alors même qu'ils sont gratuits. On connaît le chiffre, 10% ne prennent pas, mais on a besoin de savoir pourquoi est-ce que ces personnes ne le prennent pas. Donc, la recherche qualitative a pour fonction de faire comprendre en profondeur les phénomènes complexes de santé qu'on ne peut pas prendre par le seul chiffre. Diapo. Alors, elle cible un certain nombre de choses, comme je vous l'ai dit. Ce sont les obstacles ou les facilitateurs des problèmes de santé que l'on a observés. C'est pour comprendre les processus qui vont s'établir entre les individus, entre les institutions, entre les systèmes. C'est pour étudier les perceptions, les croyances et les motivations, mais aussi pour analyser les préférences d'intervention, de traitement. Il y a un seul problème, mais les gens vont vouloir plusieurs choses. Il faut comprendre ce qui les motive pour pouvoir leur proposer des réponses adaptées. Diapo. Ainsi, les problèmes qui vont se poser dans la recherche qualitative sont les mêmes que dans la recherche quantitative. C'est des questions d'éthique, de respect de l'autre, de conscience des valeurs que ça implique. Mais ici, la relation dans la recherche qualitative étant toujours un échange entre un individu et un autre, un groupe d'individus et d'autres, avec des questions ouvertes ou dont les personnes vont se dévoiler. La question du consentement éclairé prend tout un autre sens. Est-ce que tout a été dit? Est-ce qu'au moment où j'enrôlais la personne, je lui ai bien expliqué combien dans notre échange, je vais entrer au-dedans de lui dans sa partie intrinsèque? C'est des questions de confidentialité et de vie privée. Entrer en recherche qualitative avec un individu, c'est faire qu'il s'ouvre. C'est l'emmener à dire des choses dont lui-même n'était peut-être pas conscient. Il faut donc le mettre en garantie de confidentialité parce que c'est un immense pan de sa vie privée. Il va se dévoiler devant le chercheur. Il y a donc une relation de confiance qui est extrêmement importante, qui peut exister avant, qui doit s'établir pendant, mais qui doit certainement continuer après, puisque, y compris dans la gestion des données, nous devons pouvoir permettre au moment où les résultats seront analysés que notre informateur se sente toujours protégé en confidentialité, se sente toujours protégé dans sa vie privée et surtout que rien de ce que nous allons restituer ne dépasse son consentement éclairé, puisque dans son discours, il peut nous dire des choses dont il n'était même pas conscient de nous avoir dit. Et donc, va arriver toute la question de l'interprétation des résultats en sciences sociales qui vont être complètement différents des enjeux de biostatistique, même si au début, les considérations éthiques sont les mêmes. Diapo. Alors, parlons un peu de cela au détail dans les méthodes en recherche qualitative. Diapo. D'accord. Alors, le fondement de la recherche qualitative, il part de ce qu'on appelle aujourd'hui la santé mondiale. C'est-à-dire, on parle d'un individu, d'une communauté, dans un contexte spécifique, mais qui est en lien avec des phénomènes qui touchent au monde entier. C'est-à-dire, quand on parle d'un problème de santé spécifique, quand on parle de drépanocytose, ce que comprend ceux qui sont de type négroïde n'a rien à voir avec ce que vont comprendre des caucasiens, puisque la race caucasienne ne fait pas de drépanocytose. Et donc, les fondements de la recherche qualitative voudraient que même s'il y a des choses bien faites en termes d'amélioration de la santé, en termes d'accès à la santé dans la santé mondiale, il faut revenir dans la spécificité de tous, de manière à dire, de manière globale,
de manière culturelle, de manière sociale, de manière de complète prise en compte, on dit de manière holistique, des problèmes qui sont très différents selon qu'on est au nord ou au sud. La recherche qualitative a donc son fondement dans sa forme plurielle. On peut prendre une méthode, on peut en prendre plusieurs, on peut la prendre seule, on peut la combiner, on peut les faire de manière complète ou de manière complémentaire, que ce soit à l'intérieur des différentes méthodes de recherche qualitative ou avec d'autres types de recherche qui peuvent être quantitatives, qui peuvent être documentaires, qui peuvent être expérimentales. De manière générale, la démarche est ethnographique, je vais dire ce qu'un individu est de manière holistique dans un contexte spécifique, mais aussi de manière cognitivo-métrique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire on peut quantifier, on peut quantifier des valeurs subjectives. On sait ce que l'individu veut finalement et revenir dire au fond, tel nombre de personnes pensaient que cette question-là n'était pas bonne. Ça n'a rien à voir avec une étude typiquement qualitative qui est ethnographique, mais ça vient compléter un ensemble de choses. Par exemple, une étude de perception ne peut être que cognitivo-métrique pour qu'elle puisse servir à ce qu'on veut faire. Si on veut savoir dans les perceptions, c'est pour pouvoir corriger les connaissances les moins bonnes. Il faut donc savoir jusqu'où vont les bonnes, les très bonnes et les moins bonnes. Donc, plusieurs types. Ça peut être des entretiens, ça peut être des observations, ça peut être des discussions ou des analyses de réseau. Diapo. Alors, les entretiens, nous les connaissons, nous tous, nous avons grandi dans les entretiens structurés que sont nos questionnaires, mais en qualitative, nous allons convoquer les non structurés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, quand on a des sujets sensibles, je ne sais même pas comment entrer dedans. Par exemple, dans des pays comme les nôtres où des questions d'homosexualité sont banales, mais on ne sait pas qui pense à quoi. Il faut faire d'abord des conversations non structurées. On fait une conversation non structurée, on la collecte telle qu'elle, et c'est parce qu'on la déconstruit qu'on commence à savoir où est-ce que on veut aller. Quand on sait déjà un peu, on entre dans un autre type de conversation qui sont des semi-structurées. Ici, c'est le guide d'entretien. Ça veut dire je sais déjà un peu ce que je veux, mais je ne sais pas bien. C'est par exemple pour des questions sensibles comme l'âge au premier rapport sexuel. Si vous demandez à quelqu'un quel est l'âge au premier rapport sexuel, quel est votre âge au premier rapport sexuel, même s'il vous dit la vérité, vous n'avez aucun moyen de savoir qu'il vous dit la vérité. On entre donc avec des outils semi structuré parce qu'il faut préserver l'intégrité de la personne. Vous avez besoin de savoir l'âge au premier rapport sexuel pour dire la santé sexuelle des adolescents, mais vous savez combien porteur des enjeux éthiques peut avoir une telle conversation pour revenir encore à un sujet qui est assez cher au, au professeur Nouvette, la question des travailleuses du sexe. Même si elles sont des travailleuses du sexe assumées, il y a un ensemble d'enjeux éthiques que vous êtes obligé de tenir pour aborder. Ça ne passe qu'avec des entretiens semi-structurés. Et puis, dans des questions extrêmement sensibles, on entre dans des entretiens approfondis où on laisse quelqu'un parler longtemps, 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 et on n'a que sa grille standardisée pour pouvoir reconstituer la question qui nous intéressait. Sinon, dans une étude approfondie, si on n'entre pas en grille standardisée, ça peut aller très vite dans tous les sens. Diapo? Alors, on a les observations, ça aussi tout le monde connaît, la participante. Ça veut dire que je viens travailler avec des gens. La non structurée, ça veut dire que je ne sais pas ce que je cherche, j'ai donc un guide d'observation, et la structurée qui, elle, est bel et bien adossée sur une grille d'observation extrêmement fine. L'enjeu éthique ici va principalement être de s'assurer qu'on ne froisse pas les autres en venant les observer. En anthropologie, on va parler de la fonte. Vous devez fondre dans ce groupe, sinon vous ne pouvez pas être en situation d'observation. Diapo. Et puis les discussions qui peuvent être non focalisées, on parle de brainstorming, ou qui vont être vraiment focalisées. Ça veut dire je sais ce que je veux.
Bonjour, docteur Essie, est-ce que vous êtes là? On vous a perdu? Hmm. Ok, je pense qu'on a peut-être perdu le contact. Elle avait éteint sa caméra pour ce risque. Alors, désolé, donnez-nous une minute. Professeur ici? Non, il a disparu. Ok, je vais arrêter une minute. Euh, et je vois que parmi nous, on a certains de mes élèves et on a nos collègues du comité d'éthique qui ont présenté la semaine dernière. Et c'est vraiment très peu de personnes cette semaine. Alors, je suis très heureuse que vous êtes là, mais aussi je pense que j'apprécierai vos stratégies pour le recrutement. Ah, Marie-Josée est de retour. Je vais remettre ça, Je, la présentation. Bonjour Marie-Josée, on a perdu je, le contact? oui, je m'en excuse vraiment. Je crois qu'on en avait parlé un peu. C'est malheureusement le problème ici. Je pense que c'est ma connexion qui était partie, c'est ça? C'est ça, mais c'est normal, hein, on a l'habitude un peu. Sorry. Sorry. On peut passer à la dia suivante? Oui, Je m'en excuse vraiment. pas de problème. Alors, et on arrive dans l'un des éléments les plus complexes de la recherche qualitative, c'est quand il faut faire l'analyse des réseaux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous ciblez Marie-Josée. Mais vous avez besoin de comprendre un certain nombre de choses. Ça peut être ma capacité à payer, ça peut être la parentalité qui arrive avec un élément de maladie, ça peut être les enjeux de vulnérabilité, ça peut être quelque chose d'extrêmement complexe qui fait qu'on est obligé d'entrer dans la vie des individus, y compris à un niveau que eux-mêmes ne contrôlent plus. Vous comprenez tous les enjeux éthiques qui peuvent être dans ce type d'analyse que malheureusement dans la recherche qualitative, on est souvent emmené, c'est-à-dire si le chercheur n'est pas bardé lui-même de vraies notions de déontologie, il peut très rapidement passer sur des choses incompréhensibles. Vous travaillez sur une personne porteuse de la maladie tuberculeuse, vous voulez vous assurer qu'elle sera observante, mais vous ne vous êtes pas assuré de ce qu'elle n'a pas tout dit à son réseau. Vous imaginez combien de gaffes on peut faire en recherche qualitative quand on fait l'analyse du réseau si on ne s'est pas entouré de tout ce qui va avec. Diapo. Alors, comme nous le disions, l'analyse des données va tout autant être porteur, puisque nous sommes nous-mêmes chercheurs inscrits dans un mode d'interprétation. Pour faire l'analyse des données de la recherche qualitative, nous convoquons notre schème à nous. Lequel schème va donc avoir ceci que il peut être porteur de nos propres biais à nous. Nous croyons, nous cherchions quelque chose parce que pour élaborer nos guides d'entretien, nous avons fait beaucoup de revues de la littérature. Nous sommes donc peut-être porteurs d'un certain nombre de choses dont il va falloir se détacher pour laisser le corpus textuel de notre recherche nous parler. Mais en même temps, il faut savoir qu'en recherche qualitative, mais on a le biais du participant. Il veut peut-être nous plaire. Il va peut-être nous dire un ensemble de choses en croyant nous faire plaisir et il faut pouvoir avoir en soi-même des éléments de distance qui nous permettent, et nous-mêmes, au moment où nous interprétons, d'aller au-delà et en tant que chercheur, de permettre aux participants de se détacher de son biais. Et c'est pour ça, je le dis toujours à mes étudiants, en réalité, tout le monde n'est peut-être pas à mesure de conduire une recherche qualitative. Je pense qu'il y a quand même une certaine disposition en termes d'intelligence émotionnelle qu'il faut posséder pour laisser les informations de l'autre nous parler telles qu'elles doivent être. Diapo. Alors, nous en avions déjà parlé, le biais de confirmation. Il y a ce que les données nous disent, il y a ce que nous-mêmes nous voulons croire, il y a ce que l'autre voulait nous croire. Comment fait-on pour le dépasser, Diapo? Alors, nous avons comme guide de la recherche documentaire. On n'est pas là pour faire le rappel sur la recherche documentaire, mais nous le savons en recherche aujourd'hui, ce qui marche, ce sont les méta-analyses. Lorsque nous avons collecté nos données, déjà au début,
pour être sûr que nous collectons les bonnes données. Et puis ensuite, quand nous avons analysé, que ce soit en thématique, que ce soit en corrélation, nous devons toujours trianguler nos résultats entre elles, mais surtout en les éprouvant à ce que dit la science documentaire. Si en recherche qualitative, on ne se fait pas la rigueur de trianguler les résultats, il est évident que les questions éthiques en termes d'interprétation de ce que nous croyons avoir compris, de ce que nous croyons avoir dit, vont très rapidement s'opposer à nous, puisque malheureusement, les chercheurs qualitatifs ont souvent la faiblesse de croire que quand ils ont fini de collecter les données, quand ils ont analysé le corpus textuel, ils en ont fini. Non, non, non. La triangulation sur la base des données probantes reste une obligation en recherche qualitative. Diapo? Alors, quand j'ai dit ça, normalement, nous étions supposés avoir des étudiants qui auraient dû poser un certain nombre de questions. Mais bon, je remets donc la parole à Élisée pour la suite. Merci beaucoup. Euh, Merci beaucoup, professeur Essi. Et en effet, c'est très clair et organisé, je pense, comme une immersion dans la recherche qualitative et le début d'une conversation sur ces défis éthiques possibles. Je vais démarrer la conversation un peu. Euh, et après, j'espère que peut-être nos élèves dans la salle vont ajouter ou j'ai même une question pour nos professeurs ici qui sont membres et chefs de comité d'éthique. Mais pour commencer, il y a une des choses que vous avez parlé du biais d'interprétation. Et je me demande, professeur, ici, si vous pourriez élaborer un peu sur comment cela est quels sont les aspects éthiques du biais d'interprétation? Est-ce que c'est un problème éthique, à votre avis? Absolument, absolument. C'est un probléme éthique. Mais c'est quoi l'éthique? L'éthique, c'est en termes banals, les normes qui régissent mes valeurs. J'ai peut-être un membre dans ma famille qui est une personne vieillissante vivant avec le VIH. Et dans ma recherche, je travaille avec les personnes vieillissantes vivant avec le VIH. Elles me parlent, ces personnes, elles me disent des choses, puisqu'en recherche qualitative, je prends les informations en corpus textuel que j'analyse moi. Mais comme je vis avec une personne qui a un certain nombre de réalités, je vais convoquer mon expérience à moi pour analyser le texte que la personne a dit. Alors, d'où vient le biais? Le biais vient de ce que je n'ai pas laissé le texte me parler tel quel. Pourquoi? Parce que j'étais déjà moi-même impliquée dans la question. Je me souviens, moi, quand je commençais la recherche qualitative il y a 20 ans de cela, on nous disait, il ne faut jamais travailler dans un sujet où vous êtes déjà averti, sinon le biais d'interprétation vous pend. Mais comme je le disais, mais on a aussi le problème avec les participants eux-mêmes. Ils veulent nous faire plaisir. Ils nous racontent un ensemble de choses. Et c'est pour ça qu'en recherche qualitative, il faut avoir l'oreille extrêmement écoute. Il faut avoir vraiment une véritable intelligence émotionnelle parce que pour un peu qu'on a l'oreille écoute, on entend au moment où ce que dit l'informateur n'est pas logique. Et très simplement, ceux qui font le qualitatif savent le faire. On repose simplement la question en le recentrant. On prend des exemples qui permettent qu'ils se ressentent. Et en recherche qualitative, quand un informateur parle pour vous, vous le savez. Quand il parle pour lui, vous le savez encore. Et c'est pour ça que la recherche qualitative, elle ne peut être que animée parce que c'est le chercheur qui tient le lead. Donc, le biais d'interprétation, il peut être celui du chercheur, mais il peut être aussi celui de l'informateur. Mais le patron de la recherche, c'est le chercheur, donc c'est à lui de le corriger. C'est pour ça que je parlais de la triangulation, mais bien sûr que c'est des enjeux éthiques. Oui, oui. Et oui, justement, les chercheurs, comme moi aussi, je suis anthropologue médical, euh, toujours les chercheurs sont un instrument de la recherche. Et en anthropologie, c'est définitivement le cas en termes de ce rapport avec la personne et l'approche, la façon qu'on réagit, mais aussi, bien sûr, c'est nos perceptions et ce qu'on peut percevoir qui nous permet aussi d'ajouter à nos analyses. Je me demande, parce que vous avez parlé d'intelligence émotionnelle, et c'est pas tout le monde qui fait de la recherche qualitative. Il y a quelques jeunes chercheurs parmi nous aujourd'hui
Est-ce que vous pourriez parler de un ou deux risques principaux auxquels pourraient faire face des participants dans une recherche telle que celle que vous menez? Et est-ce que vous pourriez décrire comment vous tentez de minimiser ces risques? Parce que je pense que pour les jeunes qui commencent à faire de la recherche, et il y a beaucoup de recherches avec des populations qui sont faites vulnérables par soit la pauvreté, mais aussi on est en recherche de la santé, par la maladie, par le stigma. Est-ce que vous pourriez parler brièvement de quelques risques auxquels les gens font face et comment vous avez navigué ces risques-là pour les jeunes dans la salle? Bon, alors très rapidement, je vais redire quelque chose que j'ai déjà dit. En réalité, je pense que tout le monde n'est pas prédisposé pour faire le Cali. Parce que pour faire le Cali, il faut vraiment avoir une intelligence divergente. C'est-à-dire, il faut être ouvert à l'autre de manière à regarder, à l'écouter de manière active, mais à interpréter la communication non verbale. Je pense donc qu'il y a d'abord ça, parce que malheureusement, on peut se retrouver en train de faire une recherche, mais vous le dites si bien, parce qu'on est pauvre, alors qu'on n'en avait pas les moyens et on fait du remplissage. La deuxième chose, c'est celle dont je parlais, où on va transposer chez l'autre ce que nous pensions parce qu'on n'a pas eu suffisamment de distanciation. Mais venant pour parler des problèmes éthiques en lien avec le mais oui, bien sûr, on ne met pas tout le monde, par exemple, dans un focus group discussion, parce que le risque de la recherche qualitative pour le participant, c'est d'écouter la vie des autres et de croire que c'est ça la norme. Hmm. Donc, il faut aussi évaluer, comment dire, l'estime de soi. L'estime de soi. C'est-à-dire que il y a des personnes qu'on prend en recherche approfondie. Je veux parler avec lui, mais je vois qu'il est un peu fragile. Je le prends en entretien individuel approfondi. Parce que celui-là, vous le mettez dans un focus group discussion. D'abord, il ne va pas vous rendre service parce qu'il va répéter ce que l'autre a dit, mais surtout, il va rentrer chez lui en ayant pris ce que celui qui a une forte personnalité disant en croyant que c'est la norme. Je me souviens lorsque je faisais des entretiens Covid, apparaît donc le vaccin en urgence et vous connaissez toute la question d'hésitation vaccinale qu'il y avait autour du vaccin Covid auprès du personnel soignant. Donc, il y a des personnes qui parlaient fort. Et lorsque j'essayais de faire parler d'autres, ce que l'autre a dit, me disait-il. Je dis comme mon frère venait de parler tout à l'heure. Donc, en réalité, j'avais fait un focus group parce qu'on m'avait sélectionné des gens, mais il y a des gens qui n'auraient pas dû être là. Et oui, c'est un vrai problème éthique par rapport aux participants parce que les choses qu'il emmène chez lui après, vous n'en avez pas contrôle. Et c'est pour ça que dans les focus group discussions et dans certains types d'entretiens approfondis sensibles, on fait le counseling. On fait le counseling après, tout de suite. Et Hmm. puis, vous le reprenez peut-être une semaine après. Et vous, parce que d'entrer dans l'approfondissement de la vie de quelqu'un, vous l'emmenez lui-même à prendre conscience des choses dont il n'était peut-être pas conscient. Mhm. Oui. Oui, il y a beaucoup, il faut réfléchir beaucoup, bien sûr, et je sais que on met tout ça dans nos demandes auprès des comités d'éthique. Et je sais aussi, parce que je vous connais en personne et je respecte grandement votre travail, que vous choisissez les élèves avec qui vous travaillez, vous faites attention, mais parce qu'il faut. Mais quels sont les faux pas éthiques les plus communs parmi les jeunes avec qui vous travaillez? Vous travaillez depuis 2005 là-dedans, ou que vous avez observé, pour ceux encore qui sont nouveaux pour la recherche qualitative, mais aussi pour ceux parmi nous qui sont profs. Ça m'intéresse de savoir quels sont les faux pas éthiques les plus communs dans le type de recherche que vous menez. Bon, alors, ce que je vais dire n'est pas typique à la recherche qualitative parce que j'ai la chance d'être enseignante de santé publique, dont je fais aussi beaucoup de quanti. Ça veut dire qu'en fonction du profil du candidat, je vais plutôt l'orienter vers ce sur quoi je vois bien qu'il est mieux disposé. Ceci étant, le biais qui est pour les quanti, pour les quali ou pour les mixtes, il est le même. C'est la fabrication des données. C'est la Mm. fabrication des données parce que le gros problème qu'on a avec la recherche, quand on n'est pas au terrain, c'est que vous ne savez jamais ce qui vous ramène. Moi, j'ai la beauté d'avoir toutes les années d'expérience que j'ai aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en lisant un texte, j'ai la capacité de dire à la personne, mais quelle est la question que tu as posée pour avoir ça? Et Oui. comme ça passe pas, je peux mettre la main dessus. Mais ça, il faut avoir beaucoup d'expérience en quali pour le faire. Mais ça, comme je dis, ça ne concerne pas. Vous demandez à un étudiant de faire 10 fiches
par jour, il s'assied sous un arbre et remplit lui-même les fiches. Et Hmm. c'est pour ça, moi, chaque fois que je suis là sur la partie quanti dont on ne parle pas, je fais que l'enquêteur ait un numéro. Ça fait qu'à un moment donné, je regarde si les mêmes réponses reviennent. Parce que quand on remplit soi-même les questions, qu'on le veuille ou pas, on a les mêmes réponses qui reviennent. Mais pour moi, les questions éthiques avec les jeunes chercheurs ne sont pas si différents que ça en Canti ou en Cali. Ils ne sont peut-être pas aptes, ils sont un peu paresseux, ils vont fabriquer des discours. Pire, quand ils croient qu'ils comprennent la question dont on parle, ils vont fabriquer des discours. Mais je veux dire que quand on dit aussi un discours fabriqué, bon, je vais être un peu prétentieuse, j'ai appris à le savoir. Mais je ne pense pas que ce soit typique aux jeunes étudiants Cali. Ça, c'est typique aux jeunes étudiants tout court. OK, oui. Wow. Oui, merci. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres questions des participants ou commentaires? Je veux pas. Je sais on est peu nombreux, alors ça met un peu plus de pression que d'habitude sur les gens, mais si vous voulez lever votre main et poser une question. Euh, Entre-temps, j'aimerais passer le message que notre prochaine session, c'est le 8 décembre, encore le deuxième jeudi du mois, et c'est sur la tension entre la supériorité culturelle, sociale construite du médecin et le patient. Alors, comment est-ce que les chercheurs médecins naviguent le dilemme entre ou leur responsabilité envers l'autonomie du patient quand il y a une certaine tendance parmi certains patients de vraiment dire faites ce que vous pensez est mieux, médecin. Alors, on va parler de ça le 8 décembre. Je ne vois pas d'autres questions dans la salle. Et docteur, ici, je sais que vous avez... Ah, voilà, Dominique Koutoumaka. Allez-y, merci. Il faut mettre votre micro, s'il vous plaît. Dominique, on ne vous entend pas parce que vous êtes... mettre le micro? Bon. Est-ce qu'il y a une question, Dominique? Parce qu'on ne vous entend pas. OK. On va attendre une minute pour voir si Dominique peut ouvrir son micro. Euh, mais sinon, c'est notre seule question aujourd'hui. Alors, Et puis, je voulais donc dire, si on a d'autres, vous pouvez me les envoyer. Je me ferai un plaisir de vous renvoyer les réponses que vous pourrez introduire quand vous diffuserez l'enregistrement. d'accord, excellent. Alors, on peut mettre votre courriel en dessous de... Je vous en prie. Ok. Alors, il y a un nouveau canal qui a été ouvert, YouTube, pour le Centre en formation et éthique appliquée à Kinshasa. Et alors, c'est là qu'on est en train de mettre, ces webinaires forment la première série de contenus pour ce site web organisé par le professeur Félicien Moundé, qui malheureusement n'est pas parmi nous aujourd'hui. Euh, mais oui, absolument. On mettra votre contact en dessous, professeur ici. Et je vous remercie pour la présentation et pour votre volonté C'est moi qui vous remercie pour la confiance. absolument. D'accord. Bonne journée tout le monde. On va arrêter là et merci. À la prochaine. À la prochaine. Merci. Bye.